Salut les movers, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel L'Hostel à Bastia et je m'apprête à recevoir le pilote et le comédien Paul Belmondo, présent au 29e Festival du film italien. Paul Belmondo, merci beaucoup de nous recevoir, c'est très gentil à vous. C'est toujours un plaisir de vous voir sur notre île. Alors, vous êtes présent pour le 29e Festival du film italien et puis votre épouse également pour qu'elle présente un petit peu apparemment la cuisine italienne, ouais. Voilà. Et vous êtes venu pour présenter le documentaire sur votre père. Alors, moi d'abord, je voudrais m'intéresser déjà à vous, déjà parce que je pense que on pense souvent à votre père, bien évidemment, avant, mais rarement à vous. Moi, je voudrais déjà m'intéresser à vous. Bon, alors vous êtes petit-fils fils de... on sait tous qu'il y a eu quantité d'enfants de stars qui ont dérapé parce que justement, fils de, machin... Et vous, vous êtes l'exemple de la stabilité et de la sérénité, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bon, je pense qu'on a des traditions familiales qui sont très ancrées. Je pense que ça a commencé par mon grand-père, par l'éducation que mon père a eue et qui a été transmise. Et je pense que ça aide. Moi, je dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir un socle familial très fort. Et dans la vie, c'est très important, que ce soit mon père ou que ce soit ma mère, d'ailleurs. Et je crois que c'est pour ça que tout se passe bien pour moi. Mais c'est-à-dire les valeurs, qu'est-ce qu'on vous a inculqué? C'est-à-dire la discrétion? Non, enfin, déjà le respect de ses parents, l'éducation. Mon père, très jeune, nous a fait comprendre, à moi et mes sœurs, qu'on n'était pas différents des autres. C'était peut-être le regard des autres qui nous voyaient différemment, mais nous, on était exactement comme eux. On a eu une éducation comme tout le monde. Alors bien sûr, on a vécu dans un environnement qui est 1000 fois supérieur à ce que la plupart des gens peuvent vivre, et on a eu cette chance-là, mais on a toujours eu cette notion de ça, et quoi qu'on fasse, tout était mérité. C'est-à-dire que les choses n'étaient pas gratuites, pour qu'on ait conscience de ce qu'on a. Je pense aussi le fait qu'on avait des déjeuners familiaux avec mes grands-parents, pas tous les dimanches, mais très régulièrement en tout cas. C'était important d'avoir passé du temps avec eux aussi enfants. Avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'était aussi très important. Donc je pense que tout ça, voilà, c'est tout ce qu'on nous a appris. Vous êtes un pilote reconnu, hein, d'ailleurs même maintenant vous êtes passé journaliste, voilà. Le Mans, Paris-Dakar, la Formule 1. D'où vous vient cette passion? Parce qu'on sait que bon, votre père aimait tout ce qui était un petit peu sport, voilà, donc toute la famille d'ailleurs. Hein, puisque je crois savoir d'ailleurs que votre grand-père montait à sa loggia avec une corde. Ouais, il était. Il était. Pour se maintenir. Ouais, pour se maintenir en forme. Bon, déjà de sculpter demande de la force, hein, parce qu'il a fait des monuments très très gros, et il a taillé la pierre, donc tout ça demandait de la force. Et c'est vrai que c'était quelqu'un. Et jusqu'à la fin de sa vie, quasiment, c'est quelqu'un qui allait à pied à son atelier. Il revenait déjeuner tous les midis chez lui, et il retournait à pied, et il habitait au 5e étage, et il n'y avait pas d'ascenseur. Et donc il se tapait les étages comme ça, il montait et descendait, donc c'est quelqu'un qui est resté en forme, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être nous est resté. Et donc cette passion donc, pour la course automobile, c'est difficile de savoir pourquoi on est passionné par quelque chose. Pourquoi est-ce qu'enfant j'étais attiré par ça? Parce qu'en fait j'étais attiré très, très très tôt. Je pense que c'est plusieurs choses qui m'ont attiré vers ça. Il y a la personne avec qui ma mère vivait, ce qu'on a vécu en Angleterre à un moment donné, quand mes parents ont divorcé, qui était un réalisateur, Hugh Hudson. Il avait fait un film sur Fangio. Donc très jeune, dès l'âge de 5 ans, j'ai découvert le monde de l'automobile à travers lui. Après, avec mon père, il m'a emmené aussi très jeune aller voir le Grand Prix de Monaco
où j'ai eu la chance d'aller avec Jackie X dans les stands et j'ai été complètement émerveillé par tout ça. À cette époque-là, c'était possible d'emmener un enfant de 10 ans. Aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, c'est même pas la peine. Même pas la peine d'y penser. Donc j'ai été émerveillé par ce monde et je me suis dit, comme beaucoup de gamins ils disent qu'ils veulent être pompiers, policiers, j'en sais rien, footballeurs. Je me dis, voilà, je veux être pilote de Formule 1. Mais sans penser que ça allait être possible un jour. Puis je crois aussi le fait qu'avec mon père, il y avait toujours une compétition sportive entre nous, que ce soit au foot, que ce soit au vélo, que ce soit en jouant à la pétanque, il y avait toujours une compétition. Donc je crois que quelque part, j'ai été élevé dans cette ambiance-là, qui fait que ça a développé mon envie de devenir pilote. Vous n'aimez pas perdre? Non, j'aime pas perdre. Tous les sportifs n'aiment pas perdre. C'est pas possible. On peut pas accepter la défaite. Voilà, elle arrive. Il faut regarder pourquoi on a perdu, pour pas que ça se produise et essayer de faire mieux la prochaine fois. Alors justement, en parlant de ne pas perdre, vous avez gagné à vos tout débuts le volant Elf. Expliquez un petit peu ce que c'est que le volant Elf aux gens qui ne sauraient pas ce que c'est. À l'époque, c'était une école de pilotage qui était vraiment le centre obligatoire de passage pour les pilotes français. Enfin, elle était même ouverte aux étrangers, mais c'était principalement les pilotes français. Donc en fait, le volant Elf, il fallait avoir, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, il fallait avoir 18 ans et 1 an de permis. Donc il fallait avoir au moins 19 ans pour pouvoir y participer. Donc je m'étais inscrit à l'école. Il y avait à l'époque à peu près 240 élèves qui y participaient. Et j'ai réussi à me sélectionner pour les demi-finales, donc déjà j'étais très content d'être en demi-finale. Et donc pour les demi-finales, je crois qu'on n'était plus qu'une vingtaine. Et sur cette vingtaine, ils gardaient 5 pilotes pour aller en finale. Pour savoir comment se faisaient toutes ces sélections, on passait tous sur la même voiture, on faisait, je crois qu'à l'époque c'était 10 tours ou 5 tours, je crois. Non, c'était 5 tours chronométrés, et celui qui allait le plus vite et qui ne faisait pas d'erreur, parce que le tête à queue était éliminatoire, il y avait un classement et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas de... Tout le monde roulait sur la même voiture, donc il n'y avait pas de favoritisme si un avait une meilleure voiture que l'autre ou quoi que ce soit. Donc je me suis retrouvé à aller jusqu'en finale et j'ai gagné le volant F, j'ai gagné la finale. Alors, et c'est là où votre nom a posé un souci. Oui, c'est là où j'ai compris que ça allait pas être si simple que ça pour moi, parce que j'avais fait le meilleur temps, j'avais été le plus vite et le jury se sont dit bon, si on lui donne comme ça, on va dire que c'est pas normal, que ça a été... et ils ont dit, bon... Parce qu'il va y avoir du piston, ils ont eu peur. Alors comme il y avait un concurrent qui était passé, il pleuvait, qui était peut-être passé dans des conditions de pluie différentes, ils ont dit, on va les refaire passer tous les deux. Donc j'ai dû repasser face à lui et je l'ai battu une deuxième fois. Voilà, et j'ai gagné le volant. Donc c'était très important parce que de cette école sont sortis Prost, Tambay, Pironi, Grouillard, Comas, Jean Alési, voilà, donc Panis, voilà, donc tous les pilotes français. Lafitte avait été en finale, je crois. Arnoux aussi avait gagné. Enfin, c'était le passage obligé à l'époque pour les pilotes français. Alors après, ça a été modifié. Ils ont fait un format différent, ils ont fait une école sur 1 an et ça existe toujours, mais c'est moins. Ça a perdu un tout petit peu de son prestige par rapport à l'époque. Je pense que les derniers vraiment connus, c'est Comas, Panis, Alési, Bertrand Gachot aussi. Voilà, donc, Mais d'ailleurs, j'ai découvert un truc très récemment. Je pense que beaucoup de spectateurs doivent être dans mon cas. Il paraît que des pilotes de Formule 1, certains payent pour faire des courses. Bien sûr, enfin, c'est quelque chose qui... Non, mais ils sont bien payés, eux. C'est pas eux de payer, quand même. Non, enfin, c'est comme ça. Je crois que, en fait, il y a plusieurs manières d'accéder à la Formule 1. Soit vous êtes pris dans une filière et qui vous y amène directement, donc d'une certaine manière, qui vont payer votre volant. Soit c'est un constructeur directement qui va croire en vous et qui va financer votre saison. Soit on se débrouille tout seul et on essaye de trouver de l'argent pour pallier à ça et de se donner la chance de débuter en Formule 1. Il y a différents exemples, que ce soit quelqu'un par exemple comme Niki Lauda, qui est devenu 3 fois champion du monde. Il a commencé à payer ses premières courses de Formule 1 et par son talent, il a permis de se faire remarquer et de continuer. Et après, c'est devenu le grand champion qu'il est. Après, vous avez d'autres garçons comme Alain Prost par exemple, qui a été pris très très tôt
par Renault et par Elf qui l'ont financé jusqu'à arriver en Formule 1. Voilà, donc c'est une chose tout à fait classique. Et puis après, voilà, on se débrouille. Donc moi, je me suis débrouillé et j'ai réussi à trouver le financement pour entrer en Formule 1 en 92. Alors là, on va changer un petit peu d'optique. Vous êtes aussi comédien. Moi, je voudrais savoir quel regard vous portez sur ce métier? Ah, quand on vient du sport, c'est pas facile. En fait, c'est vrai que avant de faire au moment où j'ai fait le Vendée Globe, j'avais dit à mon père, bon, si ça se passe bien pendant le Vendée Globe, je continuerai à être pilote, et si ça se passe mal, j'arrêterai et je me tournerai vers le cinéma. J'avais déjà travaillé comme assistant sur 3 films. Bon, j'ai gagné le Vendée Globe, et donc voilà, à partir de ce moment-là, ça s'est bien passé. Et j'ai pas du tout, parce que je pense que c'est impossible de penser à deux carrières comme ça en même temps, c'est impossible. Donc une fois ma carrière de sportif faite, c'est vrai que le regard que j'ai sur le métier est assez difficile, parce que quand vous êtes sportif, notamment en automobile ou quoi que ce soit, on peut pas se mentir, et il y a toujours la vérité sur les résultats que l'on fait. Donc on sait toujours se situer où on est exactement dans sa vie. On peut dire que vous n'êtes pas bon, mais si vous avez fait un très bon temps, vous savez au fond de vous que vous l'avez fait. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Le métier de comédien, vous êtes seulement jugé sur le regard des autres et sur l'appréciation des autres. Donc vous pouvez penser que vous êtes très bon et on va vous dire que vous êtes très mauvais. Ou vous pouvez penser que vous êtes très bon et on va vous dire que vous êtes génial. Donc c'est vrai que c'est au début, quand on vient du sport, c'est assez difficile de comprendre et d'accepter ça et d'avoir du recul sur ça. C'est la différence qu'il y a vraiment entre les deux mondes. Après, il y a des choses qui viennent et qui sont assez parallèles sur l'approche, sur le travail, sur tout ça. Mais votre père vous a prévenu de tout ça, de cet angle? Oui, je le savais, parce que la preuve en est, parce que lui, il est vraiment l'exemple, par la difficulté qu'il a eue au début de sa carrière, et que ce soit notamment ses premières auditions, ou que ce soit au conservatoire où il a été cassé en permanence. Et soutenu par ses amis, par ses copains, mais ses professeurs le cassaient régulièrement. Ils lui disaient qu'il ne pourrait pas être comédien, qu'au pire, éventuellement, il pourrait faire quelques rôles, et encore, c'est même pas sûr. C'est incroyable. Son prof au conservatoire lui avait dit qu'il ne pourrait pas tenir une femme dans ses bras. Bien sûr. Donc voilà, donc c'est quand vous êtes jeune, vous avez, surtout lui, il a commencé à 17 ans, et quand on vous dit ça, il faut s'accrocher, il faut y croire. Donc c'est vrai que tout ça, on le sait que c'est difficile, et que c'est sa personnalité à soi qui fait qu'on va réussir ou pas. Mais ça reste toujours difficile à vivre, parce que quoi qu'il arrive, même encore aujourd'hui, en parlant, par exemple, il n'aime pas se regarder à l'écran, parce qu'il dit ce qu'il voit à l'écran ne correspond pas à ce que lui, il ressent ou il fait quand il joue. Donc voilà, c'est ça qui est difficile. Alors voilà, vous êtes ici donc pour nous présenter le fameux documentaire. Pourquoi faire ce documentaire? Parce que Bebel, comme tout le monde l'appelle, tout le monde le connaît. Moi, c'est ma génération, c'est mon idole absolue. On a l'impression que tout a été dit. Alors pourquoi ce doc? En fait, c'est venu après pas mal de réflexions. Et surtout, c'est que je me rendais compte qu'il y avait une véritable attente de son public, d'avoir des nouvelles de lui, de savoir comment il allait. Comment il va? Il va très bien. Et qu'il raconte tous les documentaires qu'il y a eu jusqu'à maintenant. C'est toujours les autres qui racontaient sa vie, la plupart du temps. Il en avait fait plus jeune, mais récemment, on va dire dans les 20 dernières années, tout ce qui était sorti sur lui, voilà, c'est des journalistes qui faisaient un documentaire sur sa vie, qui avaient une interprétation de ça, mais ce n'était pas sa version à lui. Donc je lui ai dit, je trouve que c'est dommage que tu ne racontes pas ta version, que tu ne racontes pas les anecdotes que nous on connaît, qu'on a vécues ensemble, ou que tu racontes à table, ou que tu racontes avec tes copains, et que tu les donnes à ton public. Je pense que ça leur ferait plaisir de savoir ça. Et à travers, en retournant sur, pas tous, mais en tout cas sur des lieux importants de sa vie, pour justement en discuter ensemble et faire ce voyage ensemble.
Alors c'est sûr qu'au début il m'a dit non, parce que voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler, enfin, qui n'aime pas parler de lui. Surtout au niveau de la presse, je sais qu'il y a oui, eu au un niveau de souci. la presse, et puis c'est quelqu'un de pudique, c'est quelqu'un, puis il m'a dit à quoi ça sert à rien. Je lui ai dit bah non, si, ça sert à quelque chose, si, les gens ont envie de savoir, ils t'aiment, tu le vois bien. Et puis tout doucement ça a fait son chemin. Et puis alors, après plusieurs repas de famille justement avec mon oncle et ma tante qui lui ont aussi dit que ce serait une bonne chose qu'il le fasse, il a fini par accepter et après il a été ravi. On a passé on a eu 8 mois de tournage qui ont été juste fabuleux à faire ensemble. Ça ne m'étonne pas ce que vous me dites, parce que je sais que justement ce problème de presse, il a eu, je crois qu'après un article de 66, c'était un journal qui avait sorti justement, c'était la période où il divorçait de votre mère, avec sa relation donc avec Ursula Andress, et ils avaient été vraiment très indélicats. Et il avait publié justement un droit de réponse. Et depuis ce jour-là, il avait des difficultés avec cette presse qui est soi-disant presse people, mais voilà, on ne va pas l'appeler comme ça. Et ça ne m'étonne pas du tout ce que vous me dites. Mais par contre, est-ce qu'il est pleinement conscient de l'amour du public? Je pense qu'il commence maintenant. Il serait temps. C'est aujourd'hui, à presque 84 ans, qu'il commence à réaliser. Je pense qu'il a toujours eu tellement enfin, je ne sais pas si on va appeler ça du recul, mais je crois qu'il s'est jamais rendu compte, ou en tout cas, je pense qu'il a toujours vécu. Mais il le dit lui-même, il vit un petit peu comme un enfant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte il se rend compte de la chance qu'il a eue, il se rend compte du succès qu'il a eu, bien sûr, parce que ça serait impossible, mais il ne se rend pas compte de l'amour et à quel point les gens l'aiment et à quel point il y a aussi une génération qui a complètement grandi avec lui. C'est-à-dire qu'il y a une génération, ils sont nés avec Belmondo qui était une star et ils ont vécu avec lui quasiment toute leur vie avec tous ses films. Et ça, je pense que c'est quelque chose où aujourd'hui il commence à prendre conscience de ça, où il se rend compte qu'en fait, voilà, qu'il a commencé à être star avec À bout de souffle en 59 et que ça a duré comme ça jusqu'au milieu des années 90. Donc c'est une vie entière. C'est de la folie. Hein. Et ces films, on continue à passer. On a fait une émission ensemble où il y avait Jérôme Commandeur, donc, qui est une génération très très jeune. Et il disait qu'en fait, lui, il l'a découvert à la télé. Il ne l'a pas découvert sur les écrans de cinéma, il l'a découvert à la télé. Donc ça a continué, parce que ces films restent voilà, des bons moments, et les gens aiment les regarder, et ont transmis ça à leurs enfants. Mais alors, donc, maintenant, ils commencent à prendre conscience de ça. Et vous, votre film préféré de lui? Bon, il y en a plusieurs, parce que c'est tellement difficile. Il a fait tellement de styles différents, mais moi, j'aime bien sûr, À bout de souffle, j'aime bien Le Magnifique, L'Homme de Rio, Le Professionnel et L'Itinéraire. Donc voilà, comme ça fait. Le Professionnel? Oui, Le Professionnel, oui. C'est rare parce que c'est justement. Et Peur sur la ville aussi, parce que dans le genre policier, voilà, c'est. Ah mais dans Le Professionnel, il meurt à la fin. Et ça plaît pas. Ça plaît pas, mais alors, vous savez, bizarrement, il meurt souvent. Mais il n'y a que certains films, on a dit, mais en fait, dès son premier film où il est devenu star, c'est À bout de souffle, il meurt à la fin, mais tout le monde l'oublie. Mais en fait, oui, c'est vrai. Mais la réflexion, c'est la même. Je ne sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour. J'ai dit, mais non, mais il meurt. On a commencé à compter, je crois, j'ai dit, tu sais qu'en fait, il meurt pratiquement, je crois, une vingtaine de fois dans ses films. Mais on ne se rend pas compte, les gens oublient en fait. Dans L'Héritier, il meurt, dans Pierrot le Fou, il meurt, Borsalino, il meurt, Cyrano du Mississippi, il meurt. Il meurt souvent, en fait. Oui. Mais il y a certaines morts qui ont plus marqué d'autres. C'est vrai. La descendance, est-ce qu'un de vos enfants, ça lui plairait de perpétuer le nom? Oui, il y en a un, peut-être deux, en tout cas il y en a un sûr qui est Victor, puisqu'il a fait une école de cinéma pour être scénariste, et aussi aujourd'hui il fait une école de théâtre pour être comédien. Donc voilà, donc il commence un petit peu à tourner, il prend son petit bâton de pèlerin, il va faire ses castings, et puis voilà, et ça commence à bien se passer. Je pense qu'il a beaucoup de talent, et je lui souhaite de réussir, mais je pense qu'il va réussir, parce qu'il a quelque chose, voilà, il a quelque chose dans les gènes, je pense que c'est sûr. Il est un peu briefé par le père et par le grand-père? Alors il est mal briefé par le grand-père. Ah bon? Ah ben non, parce que le grand-père, il a arrêté l'école à 14 ans.
il a fallu rattraper, resserrer les boulons systématiquement derrière. Mais, oui, il a cette réputation-là. Il a toujours été... il vit sa vie, en fait. Oui, bien sûr. Il vit sa vie. Mais bon, c'était possible à une époque, ça ne l'est plus aujourd'hui. Maintenant, c'est certain que maintenant, je ne sais pas si ça se passerait. Par exemple, mais en même temps, il y a du ridicule, parce qu'il a raison aussi, parce que quand il dit qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes d'avoir le baccalauréat pour rentrer au conservatoire, il trouve ça ridicule, et il a raison. Qu'un comédien, c'est pas parce que vous avez le baccalauréat que vous allez être un bon comédien. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Je pense que pour être avocat, certainement, pour être comédien, je pense pas. Je crois que c'est. Oui, mais votre père s'est permis des choses. Donc, avant, qu'il pourrait plus. Les gens pourraient plus se permettre. Aujourd'hui, il ne pourrait pas rentrer au conservatoire. Je me souviens, et ça, c'est entre autres, ça c'est juste pour le départ. Mais moi, j'ai une anecdote. Je me souviens de lui. C'était, il a envoyé, c'est Melville qu'il a envoyé. Il a enlevé le Stetson et les lunettes parce que Melville s'en prenait à Vanel et lui il supporte pas l'injustice donc. Non, mais il avait son, il a toujours d'ailleurs son caractère. Mais c'est vrai. Mais je pense que c'est parce qu'il avait ce caractère-là qu'il a réussi aussi. Oui. Je pense que ce qui plaisait aux gens. S'il n'avait pas eu ça, déjà il se serait arrêté tout de suite parce qu'au premier coup qu'il aurait pris dans sa vie, il aurait arrêté. Et il en a pris puisqu'il a été boxeur. Alors j'ai une petite question, donc à chaque fois je pose des questions, enfin je donne le nom de l'invité à des internautes, et puis ils m'envoient, voilà, et j'en tire une au sort. Aujourd'hui c'est celle d'Alain Lamois qui est à Nice, qui me dit quelle est la qualité de votre père qui vous touche le plus? Je pense que c'est sa fidélité qu'il a envers ses amis. Je crois que c'est dans ce milieu-là, c'est rare et c'est quand même, je trouve que c'est une vraie qualité. Il a connu ses amis au conservatoire, que ce soit Pierre Vernier, Michel Beaune qui n'est plus là, mais Bruno Kremer, Jean-Pierre Marielle. Et ils sont restés amis, Jean Rochefort. Ils sont restés amis, ils sont toujours amis, malgré sa réussite à lui, qui a été très très forte à un moment donné. Ils ont travaillé ensemble dans des films et ils se voient toujours. Et ça, je trouve que c'est. Il a été très fidèle aussi. Il avait le même maquilleur, la même habilleuse, Charlie, voilà, toute sa carrière. Et ça, dans ce milieu-là, c'est très rare. J'ai un petit jeu qui s'appelle l'un ou l'autre. Vous choisissez l'un ou l'autre. Senna ou Prost? Là, je vais dire Alain parce qu'il est français. Non, parce que je le connais, parce que c'est un ami, mais pour la petite histoire, quand j'ai débuté en Formule 1 en 92, Alain avait arrêté, c'est l'année où il a fait son année sympathique. Parmi les grandes stars qu'il y avait à l'époque, et il y en avait, Senna était le seul qui était accessible aux pilotes comme moi qui couraient dans des petites équipes. Donc c'était quelqu'un de bien quand même. Voilà. Ah d'accord. Même s'il y avait une rivalité entre les deux, je garde ça et je me souviens de petites discussions, des petits mots, briefing et voilà. Le magnifique ou l'incorrigible? Le magnifique. Cinéma ou théâtre? C'est difficile à choisir entre les deux parce que c'est deux choses différentes. Mais je pense que pour un comédien, je pense que le théâtre reste quand même la base de tout. Formule 1 ou rallye? Formule 1. Ah, ça, là, il n'y a pas eu d'hésitation. Attention, très, très importante cette question-là. La Corse ou le continent? Pas facile. Pas facile. Je pense qu'il fait quand même bon vivre ici. Alors j'ai juste une dernière. C'est un clin d'œil en fait, parce que dans un ciné-revue en 63, votre père déclarait à votre naissance, vous devez le savoir, je ne désire de lui qu'une chose, qu'il soit franc et courageux. Si mon fils grandit sous l'aspect dont je rêve, le principal sera accompli. Il choisira une carrière d'homme courageux, pilote ou capitaine au long cours. Son rêve s'est donc réalisé. Oui, je ne le savais pas, je l'ai su il y a pas longtemps. Ah bon? C'est marrant parce que lui
ne m'a jamais poussé vers la carrière de pilote. Et au contraire, à chaque fois, je pense que si c'est pas tous les... en tout cas, régulièrement, il me disait, mais quand est-ce que tu vas faire du cinéma? Arrête la course automobile, fais du cinéma, arrête. Donc il m'a toujours dit le contraire. Pour la peur? Oui, je pense que c'était l'angoisse du père, plus qu'autre Normal. chose. Donc je pense que pour lui, il voyait le danger et il disait que c'était quand même bien moins dangereux de faire du cinéma que d'être pilote. Eh bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup de cet entretien. C'est moi. Et puis, on vous souhaite un très très bon séjour parmi nous. J'en suis sûr. Merci. Merci.